Le Sisteronais vous ouvre ses portes pour un voyage dans le temps, direction le Moyen-Âge. Nous nous retrouvons en l'an 1400 à Sisteron dans une vie quotidienne très rythmée déjà, avec toute une ambiance à l'occasion bien sûr des fêtes médiévales de Sisteron. Alors, gentes dames et damoiseaux, c'est par là que ça se passe. Sisteron au rythme du Moyen-Âge, tout un week-end mené tambour battant. Troisième édition, le déclencheur ça a été quoi? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ici à Sisteron? Eh bien, une première expérience qui a eu lieu en l'an 2000 où nous avions remonté 6 siècles d'histoire. Et on s'est rendu compte que les gens avaient préféré le siècle 1400-1500, donc la fin du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on a essayé de réitérer ce type de fête. Un concept de festivité que vous voulez très familial également, vous voulez que ça s'adresse à tout le monde? Oui, bien sûr, ce qu'on veut accueillir, c'est surtout les familles et toutes les générations. Alors, il y en a pour les enfants, il y en a pour les grands, et puis aussi pour le troisième âge, il y a un petit peu de tout, de l'artisanat, il y a des jeux, beaucoup pour les gosses, donc tout le monde peut participer. Les portes du temps s'ouvrent sur l'artisanat, l'art et la culture médiévale. Le plaisir des yeux et des oreilles avec l'art de la guerre en garde. On représente un peu l'évolution de l'âge féodal du 9-11e siècle au 13e siècle, avec plusieurs costumes, plusieurs ères, notamment du viking jusqu'à l'aube de la Renaissance. Là vous avez un blason qui me rappelle Richard Cœur de Lion. Oui, le lion dressé était dans toutes les féodalités, dans toutes les compagnies d'armes, et il se l'attribuait plus ou moins. Nous combattons en croix, en garde, haute, de côté, mais toujours en croix, pour la sécurité. Jamais de tranche ou de coupe, sauf en 15e, ils avaient l'épée des stocks pour passer à travers les armures et à travers... Mais c'est toujours une escrime médiévale respectée. Ces armures épées rutilantes et affûtées sous le soleil sisteronais en disent long sur la violence du combat. Tir d'armes d'assaut comme le canon, il est tout petit, mais très efficace. Présentation des us et coutumes de l'époque avec les démonstrations de danse. Présentation des métiers d'antan, le forgeron, jamais à bout de souffle, l'aubergiste plus vrai que nature et paradin pour un écu, le boulanger, les mains dans le pétrin et dans le four. Nous sommes à l'époque du Moyen-Âge mais avec une spécialiste de la calligraphie, c'est ça ou je me trompe? Alors, c'est la calligraphie et l'enluminure en plus, puisque vous avez la calligraphie qui représente la partie écrite, donc le travail qu'effectuaient les copistes, et ensuite tout ce qui l'embellit, c'est-à-dire bordure, lettrine, miniature, poste de la dorure, qui là, c'est l'enluminure. Pour l'encre, donc c'est de l'encre végétale que je fabrique, et puis pour la peinture, donc c'est la technique de la tempéra que j'utilise, donc pigment naturel, et le liant c'est le jaune d'œuf. Alors dans quel cas au Moyen-Âge on faisait appel à vous, à vos connaissances et à votre pratique? C'était en partie réservé aux moines jusqu'au XIe siècle. De là, il y a eu des ateliers laïques, effectivement les nobles, et puis bon, les universitaires aussi ont fait appel aux enlumineurs. Eh bien, je trouve cette fête très réussie. Je participe depuis ce matin, je suis déjà venue. J'ai participé à l'inauguration, c'était très bien. Et là, je me promène un peu, je trouve agréable. Et puis, je rencontre des gens aimables. Et puis, je pense que ça apporte à la ville un plus. Hein, et j'espère que les commerçants sont contents. On joue beaucoup sur la couleur. Cette parade s'appelle Isara. Isara, c'est la liberté rêve en couleur. On capte les couleurs des gens pour les mettre dans le chaudron et en faire un très très beau mélange.
instant fantastique avec les lutins sortis tout droit de la forêt de Brocéliande, envahissant les rues de Sisteron. Comment vous est venue l'idée de présenter un spectacle comme ça, vivant dans la rue avec des spectateurs qui vont et viennent à la fois? On avait très envie d'être au contact avec les gens. C'est l'idée d'être au plus près des personnes. C'est pour ça qu'on adore la rue, c'est pour être vraiment avec les gens. Juchés sur des échasses à ressorts qui les font rebondir comme des ébulons magiques. Ce personnage, c'est que ça me correspond vraiment. Je ferais pas ça parce que voilà, je serais pas à l'aise avec ce personnage. Et puis voilà, moi j'aime donner et j'aime aussi recevoir aussi. Donc voilà, c'est un échange. Nous sommes plongés en plein Moyen-Âge, 1400 à Sisteron. Est-ce que les commerçants bien d'actualité en 2010 jouent le jeu ici? Oui, la majorité, je crois, ont décoré leurs vitrines. Et puis les restaurateurs se sont efforcés de proposer à tout le monde des menus médiévaux. Alors, c'est pas leur habitude, mais ils ont fait beaucoup d'efforts et on est très heureux de tout ça. Les commerçants ont tout à fait joué le jeu. D'ailleurs, ce fut la remarque de la personne qui nous a loué les costumes. Je lui posais la question hier soir. Elle était tout à fait enjouée de voir que autant de commerçants avaient loué des costumes et avaient envie d'être dans le côté théâtral et amusement. En tant que commerçant sisteronais, comment est-ce que vous voyez les fêtes médiévales ici à Sisteron? C'est plutôt sympathique parce que ça attire beaucoup de monde et puis tout le monde se prête au jeu. Et puis bon, à partir du moment où les gens de l'extérieur vous disent que ça fait une animation et qu'ici au moins ça bouge, c'est toujours sympa à entendre, voilà, tout simplement. Et puis je crois que cette année c'est encore mieux qu'il y a 2 ans. Et dans 2 ans ce sera encore mieux que cette année. C'est intéressant déjà pour nous, pour nos clients et pour les touristes. C'est important, ça donne l'animation dans la ville, ça fait venir des gens qui découvrent Sisteron pour autre chose. Après, on a des beaux monuments, il faut faire en profiter et puis c'est bien de le faire dans un cadre qui rappelle les années de nos monuments. C'est une belle manifestation et ça attire de plus en plus de monde. Et moi, j'en reviens aux commerçants, c'est vrai qu'ils s'impliquent d'année en année puisque nous, c'est tous les 2 ans et c'est bien. Ça crée vraiment une belle ambiance et c'est une belle image pour la ville de Sisteron, je pense. Et c'est important de penser en termes d'image et pas seulement non plus en termes de portefeuille. Il faut donner envie de faire venir les gens à Sisteron. Ça attire du monde alors? Oui, ça attire du monde forcément. Bon, maintenant après, les gens ne sont pas là forcément systématiquement quand il y a des animations comme ça pour acheter, mais bon, ça fait une bonne presse autour de la ville et de toute façon s'ils n'achètent pas aujourd'hui, ça leur fait découvrir les commerces et puis ils reviendront une prochaine fois, plus tranquillement, dans une autre ambiance. Voilà. C'est toujours une vitrine intéressante quand on développe comme ça des animations. Il y a toujours des retombées de toute façon, donc ça ne peut pas être négatif. Vous êtes très belle, très d'époque aussi, la réaction des clients quand ils viennent vous voir? Ce matin, ils nous ont pris pour des demeurés. Ceux qui n'étaient pas au courant, voilà. Mais après, ils étaient très contents, ils sont venus nous complimenter sur tout ce qu'on a fait. Les gens s'arrêtent, nous regardent, nous complimentent, nous prennent en photo. Enfin, c'est vrai que ça fait partie. Ça donne aussi un climat de confiance avec les gens pour donner l'attrait au commerce de proximité. Les gens sont beaucoup plus avenants, ils sont beaucoup plus, comment vous dire, ils viennent vers vous beaucoup plus facilement que l'habit normal qu'on a tous les jours. Ils viennent vers vous avec le sourire, ils sont beaucoup plus avenants.
Alors Madame Guillette, vous représentez quelle classe de la société et quelle est cette belle robe noire que vous portez aussi bien? Je suis l'esclave de ma maîtresse, de la princesse Katia Vogue. Et elle m'a formaté pour que je sois son esclave. Alors je l'habille le matin, je la lave, je la soigne, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit belle. On s'amuse, hein, je veux dire, bon, si on est en robe comme ça, enfin, je veux dire, ça nous amuse aussi, bien sûr. Moi, j'ai décoré mon magasin, je me suis amusée, bien sûr, c'est ça, c'est une fête, hein, on y participe. Hein. On est tout à fait dans le côté de l'art théâtral et on y prend un grand plaisir. Et ça fait du bien, surtout en fin de saison où on est un petit peu fatigué. Et là, voilà, on a un côté ludique qui nous fait du bien. J'adore parce que c'est la seule journée où je peux faire ce que je veux et donc c'est trop bon. Merci maîtresse. Que ça nous fait plaisir de se déguiser, de porter des tenues quand même exceptionnelles. C'est pas tout le temps que ça arrive. Donc tous les 2 ans déjà. Non, c'est agréable, c'est sympa. Et alors là au niveau de la déco, c'est très perso, comment ça se passe? C'est tout à fait personnel, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tout en restant quand même dans une thématique où on reste quand même dans le Moyen-Âge. Mais oui, tout le monde mène sa petite touche, fait son petit truc. Ça nous fait du bien d'être ensemble et de s'amuser ensemble parce que la saison a été plutôt longue, difficile et on est dans le plaisir. Donc on se lâche. Au Moyen-Âge, la question, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, se pratiquait d'une façon plutôt directe et très inconfortable. Alors pour en savoir plus, nous avons rencontré un spécialiste de la torture. Patrick Stuart, derrière le terme de question, est-ce qu'il se cachait systématiquement la torture et le supplice? Pas obligatoirement. La question était un système judiciaire. La question, c'était simplement une forme d'enquête, une enquête judiciaire, comme peut se faire actuellement, et commencer par un simple réel questionnement. On posait des questions à l'accusé, qui était déjà à la base supposé coupable. Dans un deuxième temps, s'il n'y avait pas de réponse ou il y avait des réponses négatives, on passait par une voie plutôt psychologique. C'est-à-dire que le bourreau avait des aides et dans une pièce séparée, il y avait des bruits, des hurlements, on simulait des coups et on simulait des douleurs et des souffrances. Et donc si à ce niveau-là, il n'y avait toujours pas d'aveu, on passait simplement à la phase supérieure, à la question, ce qu'on appelait la question ordinaire, qui était simplement de donner des souffrances, disons, de surface, qui étaient quand même déjà violentes et douloureuses. Et si ce n'était pas suffisant, on passait à la question extraordinaire qui pouvait atteindre l'intégrité physique du condamné sans mettre en jeu jamais sa vie. Parce qu'il fallait que le condamné puisse continuer à être présenté à ses juges et principalement pouvoir supporter son exécution. La question, la torture font partie déjà de la vie et donc sont intégrées soit dans le droit canon qui est le droit religieux ou le droit civil qui s'exprime d'une manière à la fois régionale et même locale puisque il n'y a pas d'unité sur le territoire qui pourrait correspondre au territoire français actuel, mais disons déjà sur le territoire royal de l'époque, il n'y a pas de communauté. C'est-à-dire que chaque région a ce qu'on appelle un coutumier, qui est un résumé des lois et des sanctions, et qui peut être adapté sur chaque lieu. Le coutumier de Sisteron devait être différent de celui de Digne ou celui d'Aix-en-Provence, et très certainement celui de Bourges et de Paris. Qu'est-ce qu'on faisait alors vraiment, les tortures principales qui étaient appliquées? Tout ce qui peut atteindre l'intégrité physique et créer cette souffrance, c'est-à-dire le décharnement, la brûlure. On peut utiliser l'eau en faisant ingérer plus de 12 litres à une personne qui distend l'estomac, qui peut presque entraîner la noyade. Tous les arguments sont possibles, que ça soit par la coupure, par la déchirure. On peut utiliser
utiliser des instruments de tous les jours qui peut être détourné et servir à arracher des portions de chair. L'imaginaire au niveau de la création de la souffrance est infini. La torture additionnelle, on va la retrouver plutôt au niveau de l'exécution, de la peine qui en général est une peine capitale. Selon le crime, qui peut être un crime de sang ou ce qui pourrait être à l'heure actuelle un délit. Par exemple, les braconniers étaient punis de mort. Donc, lors d'une exécution simple, le but est d'ôter la vie, sans avoir à exagérer sur la douleur. Par contre, pour des fautes aggravées, il y a cette torture additionnelle qui est pratiquée, où en fait on va appliquer des douleurs et des souffrances maximum en entraînant la mort le plus tard possible. La fête médiévale, une brèche dans le temps qui nous a permis d'entrevoir Sisteron, place forte, et lieu déjà très fréquenté sur la Durance avec un passage important et où l'on festoyait déjà pas mal. Voilà, merci de nous avoir suivis dans cette petite épopée chevaleresque. Je vous dis à très bientôt sur TLP.